Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que m'avez posées sur Instagram, les amis, après le match contre Elche. Oui, le 4-0. C'est parti. Ok, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui ont participé, évidemment, comme d'habitude. Vous avez été assez nombreux, une cinquantaine de personnes à avoir participé. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. On va essayer de faire court. On va essayer de répondre à un maximum de questions, tu connais, mais bon, voilà, on va faire ça en freestyle. Tu commences à connaître l'histoire, ouais, je sais. Donc on commence tout de suite par Tristan qui dit « Ansu is back ». Calme-toi, Tristan. Calme-toi, frérot, parce que Ansu is back, tu vas peut-être un peu trop fort, là. Tu vas un peu trop loin. Alors, à moins que tu le dises en rigolant. Là, du coup, on est d'accord. Mais sinon, alors, je pense que c'est un début. Voilà, c'est un but contre Elche, c'est-à-dire le dernier du championnat. C'est c'est un peu les émotions. On revoit en dessous comme ça, être content de marquer, tout ça. On se dit, c'est parti, let's go, Ansu Fati. Mais bon, calmons-nous. Comme je l'ai dit, ce n'est que Elche, en fait. Voilà, donc on va pas non plus s'enflammer. Si on enlève son but dans le match, franchement, il fait un match assez moyen, Ansu Fati. Là, oui, vous me sentez redescendre direct d'un étage. Voilà, on va pas se mentir, le match, il est assez moyen d'Ansu Fati. Sa première mi-temps est assez mauvaise, je dirais. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Quand il marque et tout ça, c'est un peu mieux. Il se libère, j'ai l'impression, peut-être, j'en sais rien. Ça va, quoi. J'ai l'impression que c'était mieux en deuxième mi-temps, mais bon. On va pas non plus se contenter de ça. On attend toujours un petit peu plus d'Ansu Fati, même si c'est encourageant pour la suite. Voilà, je n'enterre pas Ansu Fati, mais je le porte pas non plus en triomphe, non plus, on va pas abuser. Ensuite, question de Yanis, qui dit « Fati et Ferran ont marqué, mais ils ont été nuls. » Ouais, plus ou moins. Oui, effectivement, on peut pas dire que c'était un match incroyable, mais quand on regarde un petit peu les stats, là, on va regarder ça un peu sur l'ordi vite fait. Bon, mine de rien, après vous allez me dire les stats. Je sais. Il y a pas que les stats, mais quand on regarde juste par exemple, rien que les notes, on voit que sur SofaScore, Ferran Torres est noté à 8,5, qui est la même note que Robert Lewandowski. Donc on peut pas dire que Ferran ait vraiment fait un mauvais match en soi. On va regarder un peu plus en détail après. Ansu Fati, c'est un peu moins bien. Évidemment, c'est 6,8 malgré son but. Mais bon, voilà, quand on regarde les stats de Ferran Torres, c'est évidemment un but, une passe décisive, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, même si ce n'est qu'Elche, je le répète encore une fois, mais bon, si on se plaint quand on marque contre Elche, on se plaint si on met des 1-0, si on met des 4-0, oui, bah c'est bien quand même, hein, on va pas se plaindre de mettre 4 buts. Donc un but, une passe décisive, 3 dribbles tentés, 2 réussis, 3 passes clés, une grosse chance créée, une big chance created. Ouais, on est bilingue. Sinon, il a réussi 3 centres sur 6, voilà. Bon, après, les duels au sol, il en a réussi 3 sur 5. Duel aérien, 1 sur 3. Bon, voilà. Il a perdu 18 ballons. Je sais pas trop. Voilà. Après, le reste, il a taclé une fois. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Pour Ansu Fati, il a joué 6 minutes de moins. Donc, 84 minutes, il a mis un but, évidemment. Il a tenté un dribble et il n'en a réussi aucun. Il a un meilleur chiffre dans les précisions de passe, 80%. Ansu Fati, Ferran Torres, pardon, c'était 74%. Il a tenté 2 centres et il n'en a réussi aucun. Il a perdu tous ses duels, c'est-à-dire 8. Il a perdu un duel aérien sur 2, donc il a réussi 1, pardon, présenté différemment. Il a perdu 16 ballons, donc 2 de moins que Ferran Torres. Et voilà, après, bon, c'est tout. Mais bon, en gros, tout ça pour dire que ça va. On peut dire que ça va pour Ferran Torres. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ces stats aussi, c'est pour vous montrer qu'il faut être un peu nuancé. Je sais que vous détestez Ferran Torres, mais soyons un peu honnêtes. Il a pas fait un si mauvais match que ça. Quand on regarde, au final, il a fait des centres intéressants. Il aurait pu finir avec plus de passes décisives. Il a fait une passe décisive pour Ansu Fati. Bon, la passe, elle est à 50 mètres des cages, mais quand même, il lui a donné le ballon. Bon, voilà, si on peut le considérer que c'est une passe décisive. Voilà, mais le centre pour Lewandowski, par exemple, sa qualité de centre, moi, c'est ça que j'ai envie de retenir de Ferran Torres. Évidemment, dans les dribbles, il n'y a pas grand-chose à retenir. Ferran Torres, ce n'est pas forcément un mec qui va provoquer ou quand il va dribbler, ça va pas être vraiment fou, mais en soi sa qualité de centre, elle est plutôt bonne, je dirais, plutôt bonne. Il fait vraiment des bons centres quand il est à droite, là, quand il rentre pas dans l'axe, quand il est à gauche, tout ça, quand il est positionné dans son couloir droit, qu'il est peut-être un peu plus à l'aise sur ce côté-là, il fait des bons centres, mine de rien. Si Lewandowski avait pas croqué, il aurait eu 2 passes décisives, 1 but, et ça aurait été l'homme du match. Tu vois le délire. Ou alors Lewandowski, il aurait claqué un triplé, tu me diras, mais oui. Mais Ferran Torres, non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il a fait un match plutôt correct, en vrai. Ansu Fati, c'est un match encourageant
encourageant, mais je le trouve pas fou. Vous allez me dire, ouais, tu préfères Ferran qu'Ansu Fati. Je m'en fous complètement. Voilà. Mais je ne suis pas fan de Ferran ou moins fan de Ansu Fati. J'aime bien Ansu Fati aussi depuis longtemps déjà. Ansu Fati, c'est juste que j'attends impatiemment qui repointe le bout de son nez, le Ansu Fati qu'on connaît, parce que là c'est son fantôme, voilà, son ombre un petit peu, j'ai l'impression. Question d'ensuite de Joa qui dit confiant pour le Classico ou pas. Je suis un peu mitigé évidemment. Le Classico, on va le faire sans pas mal de joueurs, sans Pedri, sans Dembélé, sans Christensen et sans Frenkie de Jong. Évidemment, je pense que Frenkie ne sera pas de la partie, donc forcément ça nous enlève quand même énormément de joueurs qui sont importants en plus, des titulaires indiscutables en fait. Donc c'est difficile. Ça va être forcément difficile, mais regardez ce qu'on a fait dans le dernier Classico. On avait pas mal, il y avait Frenkie, oui, mais on avait quand même toujours pas mal d'absents ou quelques absents. Même dans le Classico match aller en Coupe d'Espagne, on avait pas mal d'absents. Il y avait pas Lewandowski, il y avait pas, je sais plus qui, mais il y avait beaucoup de monde absent aussi. Et on s'en est quand même bien sorti. On peut pas se dire que vraiment ça va être un match peut-être très beau à voir. Peut-être qu'on va pas autant dominer dans le dernier match, mais je m'attends pas non plus à une catastrophe. J'espère pas en tout cas. Ensuite, question de Thomas qui dit: j'ai trouvé très intéressant Eric Garcia et toi. Après, c'était le dernier de l'IA, donc à voir. Évidemment, j'en ai parlé dans mon analyse, dans mon débrief à chaud. Eric Garcia, c'était assez intéressant. Pour un premier match en tant que sentinelle, que 6 ou un double pivot comme ça. C'était plutôt intéressant pour lui. Après, ça reste le dernier de Liga, donc forcément, on va pas s'enflammer. C'était un peu plus facile. Il y avait pas forcément d'adversité. Il y avait pas un gros pressing. En tout cas, une équipe qui est vraiment très forte en face. Donc forcément, c'est plus simple pour lui, mais ça commence par là. C'est comme si tu fais monter un jeune, on va dire de la B, c'est son premier match et tu vas lui tomber dessus parce qu'il a pas fait un match exceptionnel. Non, tu vois, en soi. Là, Eric Garcia, c'est un professionnel, il connaît ça fait longtemps qu'il joue dans l'élite, on va dire, du football, mais quand même, c'était sa première fois en 6, donc tout ne peut pas être parfait. Évidemment, il a beaucoup de choses à régler encore, mais pour le moment, moi, ce que j'en pense, c'est que j'aimerais bien le voir, un peu de continuité, un peu de régularité dans les petits matchs, on va dire, qui rentrent de temps en temps, en fin de match, pour faire souffler Busquets. Si Busquets est fondamental, il faut aussi pouvoir le faire souffler, ça te donne une solution en plus, tout simplement. Moi, ce que je pense là-dedans, c'est qu'on avait un Eric Garcia qui était pas spécialement à court de forme, pas forcément blessé, tout ça, mais qui ne joue jamais depuis le début de saison. Eric Garcia a joué très peu de matchs. Xavi disait, Eric, il a un bon comportement, il s'entraîne bien, c'est bien tout ça, mais en défense centrale, en défense, il y en a beaucoup qui passent devant lui, qui t'apportent plus de sécurité. Évidemment, Araujo, Koundé, même Marcos Alonso est devant Eric Garcia parce que il t'apporte un peu plus de sécurité devant ta surface. Voilà. Donc que faire avec un joueur comme ça qui est dans ton équipe et qui ne te sert à rien? Il faut, voilà, comme l'a dit, c'était l'idée de Jordi Cruyff, il faut essayer de le mettre en 6, voir ce que ça donne. C'est ça, il pourrait être très bien, tu vois, il pourrait être utile au final à l'équipe. Est-ce que dans le futur, il sera vraiment bon? Est-ce qu'il va s'installer là? Je ne peux pas vous dire. On verra dans les prochains matchs, on verra en fin de saison si il enchaîne des très bons matchs de haute volée contre des équipes un peu plus fortes peut-être, mais en attendant, pour cette fin de saison, ça nous permet de faire souffler un peu plus les milieux de terrain, parce qu'on sait, si on veut jouer en plus à 4 milieux, on a besoin de beaucoup de milieux de terrain. On a fait partir Nico, on a fait partir plein de milieux, il y avait Pjanic aussi, je crois qu'il était vendu, je sais même plus à quel moment il est parti Pjanic, mais on a Kessié, on a Gavi, on a Pedri, on a Frenkie, on a Busquets au milieu, c'est tout. J'en oublie pas, j'espère, mais Roberto aussi. Roberto qui est joué latéral, qui est voilà. Le Roberto qui est utilisé en latéral pour faire souffler Koundé de temps en temps, qui est utilisé au milieu aussi pour faire souffler les types. Voilà, Roberto c'est la roue de secours, on le sait très bien. Mais voilà, là, Frenkie blessé, Pedri blessé, voilà, il faut faire souffler aussi d'autres types. Koundé, les défenseurs qui commencent à être un peu à bout de souffle aussi. Il faut mettre Roberto en latéral, donc ça t'enlève un milieu. Donc autant utiliser Eric Garcia là où il peut être utile. Ça, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, la frite catalane qui dit 4-0, oui, ok, mais 5-0 ça aurait été mieux. Déçu, totalement déçu, pas toi. Si, moi j'ai juste envie de dire un truc, les amis, Xavi out. Il faut que Xavi soit dégagé, ce n'est pas possible de gagner 4-0, il faut gagner 5-0, c'est tout. Pas d'autre solution. Ensuite, on a Rio le sang qui dit pourquoi pas tester à nouveau Garcia en 6 avec De Jong, le double pivot après le Classico. Oui. Moi, je suis totalement d'accord de tester Eric Garcia parce que là, on avait un double pivot Eric Garcia, Roberto. Donc forcément, ça t'enlève un petit peu de qualité. Moi, j'ai bien aimé le match de Roberto. Il a fait un très bon match, j'ai trouvé. Contre Elche, ok, mais voilà, il a fait un très bon match. Avec Frenkie, forcément, ça serait mieux. Ça serait mieux parce qu'il aurait un joueur qui a un peu plus de talent, forcément à ce poste-là, qui est peut-être un peu plus habitué aussi, qui est plus
adapté à un double pivot aussi. Donc oui, pourquoi pas voir Garcia entouré des meilleurs joueurs, on va dire, pour qu'il soit dans de meilleures conditions encore. C'est une bonne idée, Ryu le sent. C'est une très bonne idée, moi j'aimerais bien voir ça, oui. Ensuite on a Bonagots Beats qui dit: si tu dois en garder qu'un seul pour le poste de milieu défensif pivot la saison prochaine, est-ce que c'est Eric ou est-ce que c'est Nico? C'est une question difficile, vous allez me dire non c'est pas difficile, faut garder Nico. Oui, non mais ok, je veux bien, c'est son poste, je veux dire en double pivot comme ça, je pense qu'il serait meilleur Nico là comme ça, maintenant. Après dans le futur j'en sais rien, ça se trouve Eric peut devenir un monstre à ce poste là. Moi je crois en Eric Garcia, il y en a pas beaucoup qui y croient, mais moi j'y crois en Eric Garcia. Je trouve qu'il a un sacré potentiel, un bon talent au football. Maintenant s'il n'arrive pas à jouer, à se développer, à être vraiment bon en défense centrale, il peut être très bon peut-être au milieu, j'en sais rien, je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais voilà. Donc te dire comme ça là, si on va garder, je préfère garder Eric Garcia au milieu, ça serait un peu bizarre. C'était son premier match contre Elche, le dernier de Liga. Je peux pas te donner mon avis sur un match comme ça. Et Nico c'est pareil. Je sais pas trop ce que ça donne à Valence, mais c'est pas fameux. Je sais pas s'il va être gardé non plus d'un côté, tu vois. Donc après moi, si je devais faire le choix, je testerais. Eric Garcia jusqu'en fin de saison, de temps en temps à ce poste-là, et en pré-saison, la saison prochaine, je fais mon choix. Je fais mon choix entre Nico et Eric. S'il faut vraiment en choisir un, j'en choisirai un. Le meilleur. Ensuite, question de Juninho qui dit: le triplé est toujours disponible vu nos blessés. Ça, c'est une question. Sinon, saison ratée, comme d'autres le disent, non. Moi, je comprends pas le principe de dire saison ratée, sachant qu'on a gagné des trophées. Enfin, un trophée pour le moment et qu'on est probablement en bonne voie pour gagner pour gagner la Liga. C'est quand même très probable. Maintenant, si on réussit pas le triplé, on peut pas dire que c'est une saison ratée, non. C'est pas une saison ratée juste parce qu'on a perdu la Copa alors qu'on a gagné. Si on gagne la Liga et la Super Coupe d'Espagne, je comprends pas ce truc-là. J'ai une erreur 404 dans le cerveau quand j'entends ça. Mais bon, bref, après, est-ce que le triplé est toujours possible? Ouais, c'est possible, mais c'est sûr que ça va être vraiment difficile, forcément. C'est vraiment difficile d'enchaîner les matchs. Là, le match le plus difficile jusqu'à la fin de la saison, les deux matchs les plus compliqués, ça va être le Real Madrid mercredi et sûrement le match contre l'Atlético Madrid, là, qui va arriver dans le mois d'avril, si je ne me trompe pas. Donc ça va être des deux gros matchs. Le deuxième et le troisième de Liga, donc forcément c'est compliqué. En plus on arrive dans un moment où il nous manque toujours Pedri, il nous manque Dembélé, là voilà, maintenant Christensen est absent, Frenkie est blessé, il va revenir mais peut-être pas pour le Classico. Donc évidemment c'est compliqué, on a tellement d'absents. J'ai l'impression que dans tous les moments, enfin c'est pas une impression, c'est la vérité, dans tous les moments vraiment importants de la saison, les moments cruciaux, décisifs, où t'as des matchs importants où tu dois aller gagner pour aller gagner des trophées, il nous manquait, on n'avait jamais l'équipe complète, quoi. La seule fois où on a eu l'équipe complète, on a rointé, comme on dit, on a lavé le Real Madrid, 3-1 en finale de Supercoupe. On était injouable. Et là, on a eu l'équipe type, et puis peut-être quelques matchs après, ou un truc comme ça, mais vraiment l'équipe type, où on avait tous nos meilleurs joueurs sur le terrain, c'est pas arrivé souvent. C'est vraiment pas arrivé souvent cette saison, donc c'est compliqué d'enchaîner, d'avoir de la régularité, tu vois. Mais je pense qu'on peut le faire quand même, ouais. Ensuite, on a Jaet, J-A-E-T, qui dit: je trouve que Ferran fait vraiment le taf l'année prochaine, je m'attends à une vraie évolution. On verra bien. Ferran Torres, c'est un peu mitigé, hein. Je veux dire, cette fin de saison-là, elle est un peu mieux pour lui que le début de saison où il était inexistant. Avec un Dembélé, voilà, maintenant, vu qu'il y a Dembélé qui est pas là, on doit trouver des solutions qu'on a sur le banc, en fait, tout simplement. Rafinha, c'est pareil, en début de saison, c'était compliqué. Dembélé était devant lui, Dembélé jouait à gauche de temps en temps, Rafinha à droite. Sinon, c'était Dembélé à droite et puis de temps en temps un faux ailier comme Pedri qui avait joué faux ailier gauche ou Gavi. Donc Rafinha n'avait pas forcément sa place de titulaire indiscutable. Là maintenant c'est un peu plus le cas. Puis après de temps en temps on fait tourner avec Ferran Torres qui est au final son bon visage, son meilleur visage, on l'a vu quand il jouait à droite. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que si il est bon qu'à droite, ça sera forcément une doublure, quoi. Après, moi je trouve qu'il a du talent, il a un potentiel pour être un joueur plutôt bon, mais c'est pas un titulaire de toute façon. Ferran Torres, les gars, on va pas se mentir. Après, c'est un joueur intéressant. Moi j'ai toujours dit, Ferran Torres c'est un bon joueur d'équipe pour un collectif, tout ça, qui va se fondre dans un collectif, qui va être utile dans un collectif fort. C'est ça le truc. C'est que Ferran Torres, il va être bon, il va t'apporter quelque chose quand le collectif est
excellent. Si le collectif est vraiment mitigé, s'il faut compter sur un gars pour porter l'équipe, ça sera pas Ferran Torres de toute façon. Après, dans cette équipe-là, on n'en a pas beaucoup des joueurs comme ça, hein, qui peuvent porter l'équipe à lui tout seul, quoi. Il y a peut-être Lewandowski, il y a Pedri, quoi. Et dans une moindre mesure, peut-être Dembélé aussi. Ensuite, question de Moez Ben qui dit en dessous, j'ai pas aimé sa sortie, paraissait pas content, il a serré tous les entraîneurs, mais pas Xavi. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu cette histoire, mais j'ai pas vu vraiment les images. Je vous avoue, j'ai pas fait attention. Même quand j'ai regardé la rediff, j'ai pas regardé ça, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. Moi, de ce que j'ai lu, c'est que Xavi, il était en train de donner ses consignes, donc ils se sont pas croisés, tu vois, parce qu'il était en train d'hurler sur les joueurs sûrement. Mais je sais pas si c'est grave vraiment, je pense pas en soi. J'imagine que Ansu Fati, s'il fait la tronche parce qu'il est sorti à la 83 ou 84e minute, je pense que ça serait un peu abusé quand même. Ensuite, question de Aliou qui dit, peut-on avoir le retour d'Ansu à son plein potentiel avec Messi à ses côtés comme avant? C'est une bonne question. Je sais pas. Moi, la question que je me pose, c'est plutôt, est-ce que si Messi vient, est-ce qu'il y aura toujours Ansu Fati ou est-ce qu'on l'aura vendu? C'est plus ça ma question, tu vois, la question que je me pose, tu vois. Mais bon, je n'en sais rien. Je peux pas vous dire, le retour d'Ansu Fati, ça me paraît être un peu un mirage, quoi. C'est compliqué. Ensuite, question de Ousmane qui dit, Sergi Roberto est-il vraiment de retour? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que Sergi Roberto, bon, on connaît la carrière du bonhomme. Il est, c'est un peu improbable sa carrière. C'est un joueur très moyen qui est resté au Barça pendant des années, voilà. Mais qui a été utilisé par tous ses coachs. Tous les coachs qui s'y sont passés ont utilisé Sergi Roberto, ont compté sur lui et n'ont pas forcément voulu le lâcher. C'est une question assez, c'est une chose assez étrange, une question qu'on peut se poser. Pourquoi tous les joueurs ont compté sur lui absolument? Quand Daniel Alves il est parti, on a foutu Roberto en latéral droit. On a vu quand même qu'il y avait des problèmes, mais pourquoi on l'a gardé? Je ne sais pas. Et après, il faisait le taf dans les classicos, dans les matchs importants. La remontada, c'est des genres de matchs comme ça qui lui ont donné une carrière aussi. C'est un peu méchant dit comme ça, mais c'est plus ou moins ça quand même, hein. Et là, cette saison, avec un coach un peu différent, on va dire, parce que Valverde et Ronald Koeman sont bien gentils, mais voilà. Avec un coach qui connaît un peu plus bref, on joue un peu mieux. Roberto a l'air de un peu plus s'épanouir et mine de rien, il fait une saison plutôt correcte, hein. Son début de saison, il était, tout le monde voulait le voir partir, hein. Quand ça parlait de la prolongation de Roberto, tout le monde voulait qu'il se barre, tout ça, tout le monde veut aussi, toujours, hein, actuellement, qu'il se barre aussi, je pense. Mais il a accepté un salaire déjà, ce qui est assez étonnant, il a un salaire quand même extrêmement bas, alors qu'il fait partie des capitaines de l'équipe, donc c'est assez... alors vous allez me dire, mais il a pas à être capitaine peut-être, mais il tient son rôle de capitaine plutôt bien, je trouve quand même. Il a un bon... Sergio Roberto, c'est un joueur très moyen, mais il y en a beaucoup qui aiment pas forcément le joueur, mais on ne peut pas détester l'humain. C'est quand même ça a l'air d'être une très bonne personne, Sergio Roberto. Ça a l'air d'être vraiment une bonne personne. Donc c'est un bon capitaine à mon avis. Connaît la Masia, il sait d'où il est venu, tout ça. Pour les jeunes, c'est toujours bien d'avoir un mec comme ça qui connaît un peu ton parcours, de ce que t'as vécu, tout ça. Mais bon bref, j'imagine que c'est pas la question. Est-ce que Roberto est vraiment de retour? Les amis, je pense pas. Est-ce que déjà il est déjà venu avant d'être de retour, tu vois, c'est ça le truc. Mais moi je l'ai toujours dit, Roberto c'est un joueur très moyen qui a en soi, en théorie, hein, sur le papier, qui a rien à foutre au Barça, hein, soyons clairs. Mais c'est comme ça, il te faut un joueur aussi polyvalent, tellement polyvalent que c'est un bouche-trou quoi en fait. Dès qu'il te manque un mec, tu le mets. Et si il fait le taf, s'il est au niveau, tant mieux pour nous. On a un mec qui a un salaire ridicule, on va dire pour un footballeur quoi, qui a un salaire complètement ridicule, s'il apporte quelque chose vraiment à l'équipe, si quand il y a un joueur qui est pas là, on le met lui et qu'il apporte quelque chose, qu'il est bon, voilà, c'est bon, on a rien à dire. À ce moment-là, on a rien à dire. Ensuite, question de Morot Gary. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une vanne, frérot. Qui dit, on devient un peu comme City, aucun titulaire indiscutable. Alors, la situation est bien différente, frérot, quand même. Parce que City, je regarde ta question pour être sûr que j'ai bien lu. Alors, City, ils ont pas vraiment de titulaire indiscutable parce qu'ils ont que des bons joueurs, des excellents joueurs sur le banc même, tu vois. Ils peuvent se permettre de mettre sur le banc Bernardo Silva ou Gundogan ou je sais pas, même Haaland il est pas là, il y a Julian Alvarez, il y a Grealish, il y a Mahrez des fois il est sur le banc, tu vois.
Sur le banc, ils ont des types qui peuvent être titulaires dans n'importe quelle équipe. Nous, c'est l'inverse. On a tellement de blessés que sur le terrain, on a des joueurs qui seraient peut-être pas titulaires dans d'autres équipes et sur le banc encore moins. Non, façon de parler, hein, je plaisante. Mais non, on n'est pas vraiment comme... je pense qu'on a quand même pas mal de gars qui sont indiscutables. Frenkie, Busquets, pour moi, sont indiscutables. La défense, Baldé, qui est un peu peut-être le moins indiscutable, mais encore que. Christensen, Araujo, Koundé, indiscutable. Après, Pedri est indiscutable en soi. Gavi est indiscutable. Lewandowski est indiscutable aussi. Et après, Dembélé aussi en soi. S'il est disponible, il est indiscutable. Donc en soi, non, je pense pas qu'on soit vraiment indiscutable. Le problème, c'est qu'on a tellement de blessés que on a le choix, on fait tourner, on bricole surtout. On est une équipe de bricoleurs, hein, c'est tout ce qu'on est. Ensuite, on a Ayam Bacchus qui dit vivement le retour de Messi, que Da Fonseca nous lâche un peu les Basques. Ouais, il est fatigant. Ça devient insupportable, hein. C'est compliqué, hein. Moi j'ai pas envie de trop tomber sur la personne. Moi j'ai découvert il y a quelques jours apparemment qu'il était soi-disant fan du Real Madrid. Et moi c'est pas l'impression que j'avais quand il y avait Messi au Barça, j'avais l'impression qu'il ne vivait que pour Messi principalement, mais ça avait pas l'air vraiment de lui poser de soucis, qu'il y ait des mecs qui soient un peu plus mauvais, tout ça au Barça, tant qu'il y avait Messi, j'ai l'impression qu'il y avait là maintenant le mec il aime pas Gavi, il sort des trucs frère, c'est catastrophique. J'ai pas les arguments là en soi. J'ai pas les commentaires qu'il a donné sous les yeux, mais des fois c'est d'un ridicule assez monumental. C'est assez monumental. Mais bon, c'est comme ça les amis. Tu ne peux pas vraiment être objectif. Moi si j'entends ces critiques là, je vais lui tomber dessus à Omar. Alors que ça se trouve, bon, je serais plus ou moins d'accord avec lui, mais vu qu'il critique mon équipe, on va dire, mes joueurs, tu vois, donc ça me fait un peu plus mal. Mais s'il avait critiqué par exemple le PSG, moi je serais en train d'en rire avec Omar, on serait en train de se fendre la poire. Voilà, c'est tout. Mais ouais, il me fatigue un peu quand même. Ensuite, il y a Mehdi qui me pose la question, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, Mehdi, et toi, frérot, ça va bien? Comment ça se passe? Je crois que tu fais des vidéos et des photos, il me semble bien, hein. Je sais plus à force, mais il me semble. Est-ce que ça se passe bien le taf? Moi ça va bien, hein. Moi franchement ça va plutôt bien. Ouais, il y a du beau temps, il y a mon petit frère qui va venir en vacances chez moi là, fin de semaine, samedi. Je vais aller voir avec lui le match contre Girone là. Voilà, voilà ma vie. Ça va, je suis bien, je suis de bonne humeur. Ensuite, question de Zemanka qui dit si Garcia s'installe en 6, est-ce que Xavi passera un cap aux yeux du monde en tant que coach? Je ne sais pas, mais c'est sûr que on peut dire que Xavi est un mec qui ose un petit peu quand même, mine de rien, parce que bon, le fait de mettre Garcia en 6 comme ça peut être, pour les supporters, ça peut être une chose banale, on va dire. Pour un coach, tu te dis que tu prends des risques, on va dire. Ça se trouve, tu vas totalement perdre le joueur, il va faire un match catastrophique, tu vas dire, je peux ni le mettre en défenseur, ni en milieu de terrain. Là, d'un côté, c'était un match assez facile, hein. C'est pas non plus une grosse prise de risque de le mettre contre Elche. Mais voilà, c'est un coach qui a des idées, on va dire, des idées intéressantes, Xavi. Il manque cruellement, pour l'instant, d'expérience, ça c'est clair, mais il connaît le football, Xavi. Ça, je ne m'en fais pas, il connaît très bien le football. Il a des idées intéressantes. L'idée de mettre Garcia en 6, c'était pas forcément la sienne, mais le choix de le faire, voilà, il a pris le choix de faire ça. C'est une prise de risque, on va dire, plus ou moins. Je trouve ça intéressant. Après, il y aura toujours des anti-Xavi, il y aura toujours des pro-Xavi. Il y aura toujours des gens qui s'en foutent et il y aura toujours des anti-Xavi qui vont vouloir absolument qu'ils partent parce que pour tenir leurs petits agendas ridicules. C'est comme ça, mais bon, que voulez-vous, il y en a qui font ça aussi pour le buzz, hein, sur Twitter, il y en a qui font ça parce que ça rapporte des vues, ils gagnent des abonnés, ils sont contents, mais en soi, après ils rentrent chez eux et voilà, ils font rien. Ensuite, question de Adama le boss, qui dit que pensez-vous d'en dessous, l'interview a-t-il fait du bien pour l'instant? Non. Dans tous les cas, l'interview c'est une catastrophe, hein. Je veux dire, moi j'avais critiqué l'interview, j'avais fait une vidéo sur ça, on m'avait dit ouais t'abuses, avec cette voix là, ouais, j'imagine, hein. Enfin je sais comment je l'ai lu dans les commentaires, mais on m'avait dit t'abuses, faut pas manquer de respect au père d'Ansu Fati, c'est grâce à son père qu'il est là, je me doute puisque c'est lui qui l'a c'est lui qui l'a fabriqué, donc je me doute un petit peu, mais puis après c'est lui qui a déménagé en Espagne, forcément en dessous l'a rejoint, tout ça, ou un truc comme ça, il me semble. C'est tout. Après, est-ce que en dessous est à
la Masia ou être footballeur parce que son père, parce que c'est grâce à son père, je sais pas, oui, son père est un ancien footballeur, je crois, hein, si je me trompe pas. Mais bref, c'est pas le sujet. Est-ce qu'une interview aussi catastrophique et ou alors, enfin, le gars quand même, hein, son fils joue au Barça et enfin, comment dire ça poliment, il pose une grosse bouse en fait sur le club, hein, en disant que son fils adoré pourrait jouer au Real Madrid. Enfin, en gros, c'est ce qu'il insinue. Donc, ce manque de respect là, moi après, si je dis que son père est un cassos, que voulez-vous? Moi, quand je dis cassos, hein, ce qu'il faut entendre par là, c'est que voilà, c'est quand les mecs ils savent pas se tenir, ils sont pas très futés, ils font n'importe quoi. Tu te comportes un peu comme un débilos ou quoi, tu fais des actions un peu débiles, je vais te dire mais t'es un cassos, frère. Voilà, après c'est ma façon de voir les choses, c'est tout. Est-ce que je suis méchant, est-ce que je suis gentil? Les gars, je l'ai dit 50 fois. Je suis un connard. Donc une interview aussi catastrophique où tu défèques sur le club de ton fils, non, je pense pas que ça fasse du bien à qui que ce soit. Et puis vu le match d'Ansu Fati, les amis, oui il a marqué, on le répète, c'est bien pour lui, c'est encourageant, je suis content pour Ansu Fati, hein. C'est pas parce que son père, j'ai envie de lui mettre des gifles, qu'Ansu Fati c'est pareil. Moi je l'ai dit dans la vidéo aussi où je parle de l'interview, faut pas rejeter la faute sur Ansu Fati non plus. Que son père soit comme ça, ce n'est pas forcément la faute d'Ansu Fati. Maintenant voilà, est-ce que ça a fait du bien Ansu Fati? Non, je sais pas. Peut-être que ça lui a mis un coup de pression, peut-être qu'il va se bouger un peu plus. Mais de ce qu'on a vu du match, pour l'instant, c'était pas fou non plus, hein. Je veux dire, il a pas fait un match incroyable, Ansu Fati, donc je comprends pas trop la question. Ensuite, question de Aliou Tianou, qui dit: tu ne crois pas que Sergio Roberto est en train de fermer des bouches? J'ai aimé son jeu. Ouais, c'est possible, hein. Je vais faire rapide sur ça là, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Évidemment, Sergio Roberto, comme je l'ai dit, pour un bas salaire, et s'il apporte quelque chose, si vraiment il est intéressant quand il doit remplacer, faire souffler des gars, c'est le rôle qu'il doit avoir, c'est tout. Dans les équipes, les gars, on peut pas tous être comme Manchester City où t'as un banc, où c'est des joueurs qui seraient titulaires, comme j'ai dit tout à l'heure, dans n'importe quelle équipe. Nous, on a une situation un peu plus compliquée financièrement. Voilà, si t'as des joueurs sur le banc qui font le taf et qui ont un bas salaire, on va dire, on peut pas vraiment se plaindre, tu vois. Après, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on peut critiquer autant qu'on veut les joueurs. Le problème, c'est que on a trop de joueurs absents, tu vois. Parce que quand il te manque un gars, tu vas remplacer ce gars-là par un autre gars, ton équipe, elle va continuer quand même à bien tourner, tu vois. Que s'il te manque 4 ou 5 gars dans ton équipe de titulaires et tu mets 4 ou 5 remplaçants, normalement, qui sont pas censés jouer, enchaîner les matchs, ils jouent comme ça régulièrement tout le match, c'est compliqué, forcément, c'est pas évident. Mais bien sûr que Roberto est en train un peu de fermer des bouches, mais voilà, c'est ce qu'on attend de Roberto, donc j'espère que ça va continuer comme ça, parce que de toute façon, on l'a prolongé. Donc, Dernière question de Kelly B. Jordan, qui dit: qu'est-ce que l'arrivée de Gundogan peut... Enfin, est-ce que son arrivée peut aider le Barça la saison prochaine? Évidemment que oui. Gundogan est un excellent joueur de football. C'est un excellent joueur de football. Il peut jouer à beaucoup de postes. Il est très polyvalent. Il peut jouer milieu plus avancé, au poste de Pedri ou Gavi, tu vois. Enfin, Gavi, il est à moitié faux ailier, donc peut-être pas, mais bon. Milieu, on va dire, avec un milieu à 4, il peut jouer dans les milieux offensifs. On va appeler ça comme ça. Et il peut jouer dans un double pivot aussi. Il peut être très intéressant dans un double pivot Frenkie Gundogan avec Pedri devant et Gavi. Voilà, je ne dis pas non. Donc Gundogan peut apporter énormément à cette équipe par son expérience. Après oui, c'est un joueur assez âgé, il a 32 ans si je me trompe pas, ou un truc dans le genre. Donc forcément, c'est pas un joueur sur l'avenir, mais c'est un joueur gratuit, les gars. C'est un transfert gratos, quoi. Alors évidemment, il y a le salaire, il y a peut-être une prime à la signature, mais il n'y a pas un gros transfert à faire, il n'y a pas de je sais pas combien de millions à sortir pour Gundogan. Et il vient gratuitement, il vient aider l'équipe pour 1, 2, 3 ans, tu vois, ça peut apporter énormément à cette équipe. Ça peut apporter en expérience aux jeunes. Et puis, dans tous les cas, dans le niveau sportif, il est excellent. Il joue à City depuis des années avec Pep Guardiola. Je veux dire, donc le jeu du Barça, il y aura pas de problème à s'intégrer dans le collectif, en tout cas, au niveau footballistique. Après, voilà, ils s'entendent, à mon avis, ils s'entendent plutôt bien avec Ter Stegen. Ils sont allemands, voilà, ils peuvent bien s'entendre avec Lewandowski. Ils ont joué ensemble, je crois. Lewandowski, il a joué avec Gundogan, peut-être, ou je sais plus s'ils étaient en même temps à Dortmund, mais il me semble que oui. Donc voilà, il peut très bien s'intégrer très rapidement. Et il peut être titulaire indiscutable dans cette équipe facilement aussi, je pense. Il peut avoir des solutions avec Gundogan, c'est ça qui est bien. Tu peux faire souffler Frenkie si tu veux, tu mets un double pivot Gundogan Busquets, on va dire. Tu peux faire souffler Busquets, tu mets un double pivot Gundogan Frenkie. Tu peux le faire souffler Pedri, t'as un Gundogan devant, voilà. Si t'as Messi aussi, bon c'est le must, hein, ça serait n'importe quoi, mais si t'as Messi, voilà, t'as des solutions, quoi.
t'as des solutions, il peut t'apporter énormément de solutions dans le jeu, à beaucoup de postes, milieu à 3, milieu à 4, voilà, il n'y a aucun problème. Donc moi je suis totalement pour l'arrivée de Gundogan, un joueur très intelligent qui est excellent. Excellent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je pense que j'ai répondu à suffisamment de questions, merci à tous encore d'avoir participé. On se retrouve demain pour l'avant-match du Classico, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Ciao.